toutes les personnes qui viennent nous dire non, c'est pas possible, là tu es dans le délire, ça vient que nous renforcer dans notre paranoïa en fait. Ouais. Florent Babillotte, bonsoir. Alors, selon une étude du département de la santé publique de Créteil, 12 millions de Français souffrent aujourd'hui d'une pathologie mentale et 2 millions sont atteints de troubles sévères. Mais, au risque d'enfoncer les malades dans la détresse, on n'en parle pas. Florent, vous êtes schizophrène depuis l'adolescence. Vous avez vécu la souffrance du malade qui ne peut pas en parler. Et aujourd'hui, vous êtes sous traitement à vie. Vous avez décidé de faire de votre maladie une force. Et vous êtes devenu aide-soignant en psychiatrie. Extraordinaire. Maintenant, je suis content d'être Ouais. redevenu normal, entre guillemets, voilà. Voilà, vous nous raconterez votre histoire à 20h. Florent, rebonsoir. Vous êtes né le 24 juillet 1980 à Vitry-sur-Seine, père colonel dans l'armée de terre, ce qui suppose de nombreux déménagements au gré des mutations de votre papa. Tout à fait. Votre mère, femme au foyer. Alors, vous avez une enfance bucolique et heureuse à Vernon, dans l'Eure. Scolarité sans problème. Hélas, cette innocence ne dure pas. Vers 13 ans, vous commencez à souffrir de périodes d'anxiété, quelque chose qui vous fait penser que le monde autour de vous n'est qu'hypocrisie. Quelque chose qui devient vite quelqu'un, une voix étrangement proche de la vôtre, mais en plus grave. Alors au début, effectivement, il y a la raison qui me dit non, c'est pas possible ce que tu entends, c'est impossible. Ouais. Donc le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la maladie et la crise prennent le pas et on finit par y croire, comme c'est des voix qui viennent de façon répétée. Alors cette voix vous dit « ils te veulent, ils te cherchent ». Alors vous essayez évidemment de résister, de vous raisonner, mais ça revient sans arrêt, ça taraude votre esprit. Alors, vous êtes trop jeune pour comprendre ce qui vous arrive, vous vous cachez dans votre chambre, vous dormez pas. À ce moment-là, vous n'en parlez à personne chez vous. Non, j'ai peur d'être pris pour un fou, totalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme les crises, au début, vers 13-14 ans, sont courtes, je les oublie rapidement. C'est-à-dire que je fais 2-3 crises par an. Après, ça va beaucoup mieux. Et au bout de 6 mois, j'ai oublié que j'avais eu ces passages-là de crise. Et pour moi, c'était rentré dans une forme de normalité, en fait. Je m'en rendais même plus compte. Hélas, les choses ne vont pas s'arranger. Au fil du temps, les crises deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Et la voix devient familière. Je l'ai appelé l'autre, cette voix. Alors vous dites, dans ces moments de crise, la réalité ne change pas, c'est l'interprétation qu'on en fait qui est biaisée. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une autre personne qui voyait le mal partout. Tout à fait, c'est comme des crises de paranoïa. Par exemple, s'il y a la police qui patrouille, même si j'ai rien à me reprocher, je crois qu'il me cherche, je deviens l'ennemi public numéro 1. On s'invente un personnage, en fait. Donc comme ils vous voient, vous demandez ça, ils vous disent il y a quelque chose qui ne va pas, et là, ça justifie. Voilà. Toutes les personnes qui viennent nous dire non, c'est pas possible, là tu es dans le délire, ça vient que nous renforcer dans notre paranoïa, en fait. Vous pensez qu'ils sont complices, en fait. Voilà, je pense qu'ils sont complices. On devient conspirationniste. Ouais. Alors, vos parents, à l'époque, ne se doutent de rien. Le manque de sommeil vous rend irritable, mais vos parents pensent que c'est parce que vous êtes un ado, quoi. Avec les ados, c'est pénible. On pense que c'est, oui, la crise de l'adolescence, tout à fait. Alors, vous avez même une petite copine, à l'époque. Ça se passe très bien, jusqu'au moment où la voix reprend le dessus, en fait. Ouais. Hélas, de l'autre côté, dans votre monde à vous, vous êtes convaincu être l'ennemi public numéro 1, recherché par toutes les polices du monde. En fait, c'est aller très loin. C'est-à-dire que j'ai cru, par exemple, dans le métro à Rennes, qu'il y avait un agent secret qui était là, en fait, pour me pister, qui me suivait partout. Donc, je changeais de station de métro pour voir s'il était toujours là. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quelque chose de grisant, en fait, à ressentir ça. Vous dites, du coup, lorsque je redescendais, j'étais déçu de constater ma normalité. C'est-à-dire que quand vous êtes avec l'agent secret dans le métro, vous êtes un héros poursuivi par un agent secret, mais quand l'agent secret s'en va, ben vous redevenez voilà, ce que vous êtes. En fait, cette maladie-là, c'est aussi le fait que j'étais pas satisfait à l'époque de ma condition sociale et que voilà, je me suis inventé un personnage. En fait. Alors, à 18 ans, vous êtes en terminale, vous vous préparez au baccalauréat, lorsque votre père part en voyage au Brésil. Et là, vous persuadez que votre père a une famille cachée au Brésil.
et qu'il va abandonner sa famille française, c'est-à-dire vous, votre mère et vos frères et sœurs, pour aller s'installer là-bas. Et en pensant que donc, mon papa a trompé ma mère, alors qu'il n'en était rien, mais je m'étais inventé ça, en fait. Au retour de votre père du Brésil, donc il y a un dîner à la maison, vous êtes là avec votre petite amie, votre maman a fait à manger. Soudain, vous regardez votre père dans les yeux, vous voyez rouge, vous lui sautez dessus, en fait, et vous lui dites « Avoue que tu as une famille au Brésil ». Je le prends par les épaules, je le secoue très violemment, en fait, quoi. Et donc, toute la famille se regroupe autour de nous pour nous séparer, en fait. Et moi, je verrai toujours ce regard de mon papa qui est terrorisé par son fils, quoi. Ça, c'est un truc qui... Et le regard apeuré de votre père, vous ne l'oublierez jamais. Je peux pas l'oublier. De faire peur à son père, c'est terrible. Il n'y a rien de pire, quoi. C'est vraiment un moment très, très dur pour moi. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai du mal, quoi. Voilà, alors là, vos parents, évidemment, ce jour-là, découvrent votre maladie. Le choc est terrible pour eux, évidemment, parce qu'ils ne le savaient pas, en fait. Oui, et puis je sais que mes parents... ma mère, elle s'est inscrite à des groupes de parole comme l'UNAFAM pour justement essayer de comprendre, mon père aussi. Et ça leur a fait très mal au début. Et j'ai voulu justement leur montrer qu'on pouvait s'en sortir. Et grâce à ma famille, j'ai réussi à m'en sortir. Et grâce aussi au fait que je suis quelqu'un de très positif, c'est ce qui m'a aussi sauvé, quoi. Ouais. Alors là, vos parents vous amènent chez un psychiatre. Le psychiatre vous dit est-ce que vous entendez des voix? Vous niez. Mais le médecin n'est pas dupe et vous êtes hospitalisé en urgence dans une unité de soins psychiatriques à l'hôpital Guillaume Régnier à Rennes. Vous acceptez assez facilement. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond et je me disais, bon, bah, maintenant que la famille est au courant, autant aller de l'avant et essayer de se faire soigner, quoi. Alors, en arrivant à l'hôpital, vous réclamez votre copine, vous dites, si je la vois pas, je me suicide. Et là, on vous met dans une unité fermée. Je pensais qu'on voulait me séparer de ma copine, en fait. Et je me souviens d'un passage très violent où je crois que mon portable est sur table d'écoute, que je suis écouté, je prends le portable dans l'unité fermée dans ma chambre, je le balance par terre, je l'explose, quoi. Enfin, j'étais fou, quoi. Ouais. Alors voilà, pas de copine, donc vous êtes enfermé. Là, les toubibs vous font dormir 24 heures sur 24. Ensuite, ils baissent les doses, ils changent les molécules et finalement, ça va mieux. Oui, ça commence à aller mieux au bout de quelques temps. C'est vrai que je suis quelqu'un de très sportif et ce qui m'a marqué, c'est avant d'être interné, j'arrivais à faire une 50aine de pompes, quoi. Et 2 jours après, j'ai essayé, je faisais 2 pompes et je m'effondrais, complètement. Et ça m'a déprimé, quoi. Et au bout de quelques temps, ça a été mieux parce que les traitements ont diminué, donc j'ai dormi moins. Et comme étant quelqu'un d'hyperactif, je supportais pas cette idée de dormir tout le temps, de passer ces journées à rien faire. Donc ça me déprimait encore plus. Et finalement, au bout de plusieurs semaines, j'ai dormi moins, donc le moral est revenu petit à petit. Vous commencez à sortir dans le jardin de l'hôpital avec vos parents. Et là, vous vous mettez à écrire et vous découvrez qu'en fait, vous supportez pas la normalité et que cette frustration a nourri vos délires. Ça, vous comprenez ce que vous avez à ce moment-là? Oui, ça a été le déclic. Donc cette voix intérieure, en fait, elle compensait votre frustration. Exactement. J'étais un élève normal, mais je bossais 2 à 3 fois plus que la moyenne, mais j'avais des notes normales, donc j'étais très frustré, en fait. Je voulais faire quelque chose de très bien, mais je n'y arrivais pas. Je ne veux pas faire de la psychanalyse à 2 balles, c'est pas mon métier, mais est-ce que c'est pas dû à l'importance de votre père? Votre père était colonel dans l'armée, quand même, c'est pas rien. C'est pas faux ce que vous dites, parce qu'il y avait ce côté, en fait, à vouloir lui montrer que je pouvais aussi faire aussi bien que lui. Et il y avait comme un complexe un peu d'infériorité, finalement. Bah oui, c'est normal. Alors voilà, vous ressortez relativement rapidement de cet internement. Vous restez sous traitement, et puis après une tentative pour bosser comme téléopérateur, qui se passe pas bien en fait, parce que vous avez des problèmes de concentration. C'était presque un soulagement d'arrêter en fait. Alors là, vous reprenez vos études, vous décrochez une capacité en droit avec mention bien, parce qu'à cause de votre maladie, vous n'aviez pas pu passer le bac. Vous entamez votre première année en droit, ça se passe super bien, et là, le médecin décide d'arrêter le traitement. J'ai suivi ce qu'on m'a dit, quoi. Et c'est vrai que je le referai jamais. Oui, c'est ça. Ce que vous dites aujourd'hui aux gens, d'ailleurs, qui ont la même maladie, c'est continuer le traitement, parce que quand on s'arrête, ça va pas. C'est un des messages que vous faites passer ici ce soir. Quand vous arrêtez le traitement, les délires reviennent. Vous croyez que dans toute la fac, on ne parle que de vous. Chaque fois que vous croisez un regard, vous le trouvez malveillant. Vous bousculez un jeune homme dans la rue parce que vous croyez qu'il se moque de vous. Enfin voilà, quoi. Vous êtes là-dedans. Et puis un jour, dans un bus qui va à la fac, vous avez un flash.
et ça c'est terrible, vous voyez votre père mort. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous descendez du bus, vous rentrez chez vous, en courant, vous faites 3 kilomètres en courant, vous arrivez chez vous, vous voyez votre père souriant, qui vous dit « Ah, t'es là ?» C'est un moment que j'oublierai jamais parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu que mon père était bien vivant, je crois que c'est un moment qui restera jamais gravé parce que pour moi, il était mort. Et le lendemain, j'ai cru avoir fait un cauchemar pour vous dire à quel point j'étais dans... J'ai cru que j'avais fait un cauchemar, quoi. À quel point on ne sait pas dans quelle réalité on est. Voilà, je ne savais plus du tout. C'était vraiment... et c'est vraiment une vision d'horreur. Je ne souhaite ça à personne parce que c'est... J'étais très content que mon père soit vivant, mais le passage avant où je vois cette image, c'est horrible, quoi. Voilà, alors résultat, maintenant, vous prendrez des médicaments à vie. Alors après cette rechute, vous décidez de vous reprendre en main, vous faites une formation d'aide-soignant en psy, et là, vous vous retrouvez, ce qui est incroyable, dans l'hôpital où vous aviez été interné, à Guillaume-Régnier, à Rennes. Hein. Donc c'est vrai que le premier jour, ça m'a fait vraiment bizarre. J'ai eu besoin de m'asseoir quand même, parce que déjà, il y avait une aide-soignante qui était là à l'époque où j'avais été interné, donc j'avais un petit peu peur du regard. Et il y avait des personnes qui étaient encore... interné qui a vu les mêmes soucis que moi. Et là, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, je pourrais encore y être, en fait, quoi. Vous devez avoir un lien très spécial avec les malades de l'hôpital. Vous savez ce dont ils souffrent. Forcément, on a une empathie qui est très développée, vu qu'on a vécu les choses. Donc et puis, on peut anticiper certaines choses. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire une crise, ça ne marche pas à tous les coups, mais on va avoir un ressenti différent. Vous êtes heureux aujourd'hui? Je suis très heureux. J'ai essayé de faire de ma maladie une force créative. Je suis sur d'autres projets d'écriture encore. Et j'essaye de donner un message d'espoir et de dire on peut s'en sortir et être schizophrène. Super. Merci. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.